C'est toi, Michael? Oui. L'univers de K2000 n'est plus à présenter. Une série culte, une voiture iconique, qui a souvent suscité l'intérêt de nombreux projets pour voir revenir sur la piste le processeur préféré des années 80. Et c'est dans les années 90 que KITT va tenter son premier comeback avec une nouvelle carrosserie et une nouvelle couleur. Seulement ce projet va avoir un accueil assez discutable, ayant pris le risque de désacraliser l'œuvre culte des années 80. On va parler aujourd'hui de ce téléfilm qui devait lancer la nouvelle série autour de KITT, Knight Rider 2000, alias K2000, la nouvelle arme. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur les projets prévus derrière ce téléfilm, la construction du programme et la nouvelle écriture pour KITT. Mais avant de parler de ce projet, revenons un petit peu là où KITT et Michael nous avaient laissé à la fin de la série K2000. K2000 clôture son show au bout de 4 saisons. Mais le dernier épisode de la série intitulé Knight et le Vaudou ne propose pas vraiment de clôture scénaristique pour KITT et Michael. Ce voulant être un simple épisode de plus avec son début, son milieu et son final. Suggérant alors que KITT et Michael ont continué leurs aventures, mais cette fois-ci hors champ. Mais la saison 4 a failli offrir un final intéressant pour Michael qui va finalement se terminer en drame. C'est dans l'épisode 12 de la saison 4 intitulé Le Parfum des Roses que Michael va être victime d'une intervention qui tourne mal. Une fois rétabli et après être passé près de la mort une seconde fois, Michael prend la décision de quitter la fondation pour retrouver la femme qu'il a toujours aimée, la seule à connaître sa véritable identité de Michael Long, avec qui il aurait dû se marier avant de rejoindre la fondation. Michael reprend donc sa vie là où il l'avait laissée, retrouvant Steffi et organisant son mariage. Devon, KITT et Bonnie décident tout de même d'entourer Michael, l'isolant dans une maison sur la plage, le savant en danger. Et alors que son départ de la fondation et son mariage semblaient être une conclusion hyper intéressante pour Michael, les scénaristes en décident autrement pour justifier l'existence des 10 épisodes suivants en faisant tuer Steffi, retirant alors à Michael la fin heureuse qu'il aurait dû avoir. Décidant finalement pour faire son deuil de repartir avec KITT vers la fondation et se lancer dans de nouvelles aventures. Il faut bien se rappeler que la construction des séries dans les années 80 était bien différente de la manière dont elles sont faites aujourd'hui. Adaptés à notre façon de les consommer, les épisodes devaient se suffire à eux-mêmes. Il était rare qu'une intrigue principale habille l'entièreté d'une saison, ce qui explique l'absence d'une véritable conclusion. Ceci dit, il est extrêmement dommage que Le Parfum des Roses n'ait pas été choisi pour être l'épisode final de la série, ce qui aurait pu littéralement offrir une très belle conclusion. En y proposant une fin heureuse et pouvant ainsi clôturer parfaitement l'arc de Michael et apporter plus de profondeur sur son retour dans le film qui nous intéresse aujourd'hui. Car si une conclusion pour K2000 est inexistante, l'arrivée de ce téléfilm peut enfin changer la donne. Même si l'arrivée du téléfilm en soi avait non pas prévu d'offrir une conclusion, mais un nouveau départ pour la voiture. C'est David Hasselhoff, interprète de Michael Knight, qui va être à l'initiative de ce projet. C'est dans une interview qu'il déclare avoir suggéré l'idée d'un retour de K2000 à l'écran, étant très attaché au programme qui a lancé sa carrière. Il va proposer l'idée à Brandon Tartikoff, responsable des programmes chez NBC, ayant initialement pour ambition d'offrir 4 téléfilms. Cependant, Universal Television préfère optimiser pour un seul téléfilm qui pourrait en réalité servir de pilote et prendre la température pour voir si le public serait favorable à un retour de notre microprocesseur sur roue préféré. KITT va alors devenir la voiture nouvelle génération, la Knight 4000. Toujours interprétée par William Daniels. At least I have an excuse. Maddox, I'm very angry about this. You obviously substituted a bogus chip in my memory. Ah, KITT, c'est merveilleux d'entendre votre voix. J'aimerais pouvoir en dire autant, Devon. Mais un de mes récepteurs auditifs a dû atterrir dans un walkie-talkie pour enfants. Mais malgré l'implication de David Hasselhoff dans le projet et sa volonté de relancer la franchise, celui-ci ne désire pas être impliqué comme acteur récurrent de ce potentiel revival. Étant déjà investi sur Alerte à Malibu, le scénario va donc s'orienter vers la formation d'une nouvelle équipe, passant la main à l'actrice Suzanne Nauman, qui doit devenir le nouveau chevalier solitaire Sean McCormick, devenant alors le nouvel acolyte de KITT. Le choix scénaristique du film qu'on va évoquer un petit peu plus tard va également évincer Devon Miles, laissant place au concepteur de la Knight 4000, Maddox, pour devenir le potentiel nouveau mentor, garde-fou de cette nouvelle héroïne. Mais qu'est-ce que vous attendez, Sean? Allez au travail? C'est moi qui conduis. Non, pas question, c'est moi.
Et mon avis, qu'est-ce que vous en faites? Mais le grand absent de ce projet, c'est effectivement Glenn A. Larson qui avait à la base créé la série K2000 et ne va être impliqué ni de près ni de loin à ce nouveau projet. Le scénario est donc confié à Rob Hayden, déjà familier du format série TV et ayant travaillé entre autres sur MacGyver ou encore sur une série intitulée Vendredi 13, qui n'a rien à voir avec la franchise d'horreur. Et pour la réalisation est choisi Alan J. Levy, ayant notamment travaillé sur des séries notables telles que L'Homme Invisible, Magnum, Code Quantum ou encore Jag. Puis par la suite sur un épisode de Buffy contre les vampires, sur quelques épisodes de Lois et Clark et également sur la série NCIS. Mais bien évidemment, l'événement phare qui doit créer la surprise et favoriser l'argument du public, c'est bien évidemment la nouvelle voiture. Les producteurs pensent évidemment dans un premier temps à repartir sur un nouveau modèle de Trans Am, ce qui semble évidemment logique dans la mesure où KITT était une Trans Am qui avait fait de la marque un emblème de la pop culture des années 80. Et très vite les producteurs s'orientent vers un concept car intitulé la Trans Am Banshee 4. Mais malheureusement ne pouvant se servir du concept car, ils se tournent alors vers Jay Orbach de Star Car Company, célèbre à l'époque pour avoir designé la Ford Torino de Starsky et Hutch et travaillé sur la Batmobile des années 70. Jay Orbach va alors travailler sur une Dodge Stealth de 1991 en lui incorporant le kit carrosserie de la Pontiac Banshee 4. Et le résultat en ressort une voiture qui respecte la courbe de la Banshee et intègre l'élément phare de la carrosserie de KITT, un espace pour le scanner si emblématique. D'ailleurs, après le film K2000 La Nouvelle Arme, la Knight 4000 va apparaître dans d'autres œuvres. En 98 dans Chips 99 en tant que concept car Z2000, puis dans le film pilote de Power Rangers Time Force, où elle est repeinte en noir et blanc avec des gyrophares, prenant le rôle d'une voiture de police. Tout est en place et les équipes peuvent enfin commencer le tournage. Elles se rendent à San Antonio au Texas pour les décors naturels, se posant sur des lieux tels que le San Antonio Riverwalk ou le Tower of America pour plusieurs séquences du film. James Doohan, célèbre pour avoir interprété Scotty dans Star Trek, va également être invité pour tourner un caméo. KITT, c'est Scotty. Qui ça? Star Trek, espèce d'idiot, c'est James Doohan. Maintenant que le tournage est bloqué, Knight Rider 2000, de quoi ça parle? Comme son titre l'indique, nous sommes à l'an 2000, dans un univers futuriste du point de vue du début des années 90. Le film s'ouvre sur une prison qui garde leurs prisonniers en chambre froide jusqu'à leur libération. Décision politique prise qui permet selon la commissaire d'économiser des milliards de dollars. Quoique d'un point de vue écologique, ça doit coûter vachement bonbon de garder allumés tous ces réfrigérateurs, et de là à penser que Demolition Man aurait pu s'inspirer de K2000, il n'y a qu'un pas. Le prisonnier Thomas DeWatt est libéré puis se révèle être à la tête d'un trafic d'armes à feu, qui sont devenues interdites aux États-Unis, remplacées par des pistolets paralysants. De son côté, la Fondation pour la loi et le gouvernement est devenue la Fondation Knight, mais l'entreprise rencontre des difficultés et doit se battre pour garder ses contrats avec la ville, en présentant leur nouveau projet, la Knight 4000. Seulement, le contexte corrompu mettant à mal la Fondation oblige Devon à demander de l'aide à Michael en attendant que la voiture soit terminée et prête à prendre du service. Sauf que Michael a aujourd'hui une vie paisible, se contentant simplement de pêcher et de restaurer une vieille Chevrolet de 1957. D'ailleurs, cette Chevrolet est un petit clin d'œil à K2000 étant donné que dans l'épisode où il devient amnésique, où Michael indique que la seule voiture à laquelle il était attaché, c'est sa Chevrolet quand il était au lycée. Michael accepte d'aider Devon à condition de pouvoir faire équipe avec son ancien partenaire. Mais lorsque Michael arrive sur place, il découvre avec stupeur que KITT a été démantelé et que ses processeurs ont tous été vendus à l'initiative de Madoc, qui n'en avait pas informé Devon. Michael se hâte alors de retrouver les processeurs et ramener son acolyte qu'il intègre provisoirement à sa Chevrolet. Côté police, l'officier Sean McCormick est intégré dans les forces de l'ordre. Cependant, tous les policiers semblent corrompus et McCormick va être victime d'une tentative d'assassinat se prenant une balle en pleine tête. Mais la jeune femme sera sauvée par un chirurgien qui, malgré le refus du commissaire, entame l'opération qui va sauver la vie de l'officier, déchu par la suite de ses fonctions. De son côté, KITT teste ses programmes, mais une puce de mémoire lui manque pour être totalement opérationnel. D'ailleurs, on sent bien que KITT, vexé d'avoir été désactivé, en ressort un caractère un petit peu plus prononcé que par rapport à ce qu'il nous avait habitué dans la série K2000. N'hésitant pas d'ailleurs à prendre ses propres décisions sans tenir compte de l'avis de Michael ou celui de Madoc. Par le plus grand des hasards, la puce de KITT est aujourd'hui intégrée au cerveau de Sean, qui suite à son renvoi de la police, offre sa candidature à la Fondation, devenant ainsi la partenaire de KITT et Michael.
Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu jusqu'à coûter la vie de Devon Miles, qui s'éteint avec les souvenirs de Kit et Michael en action. Michael doit alors prendre une décision radicale et redevenir l'homme capable de tout changer pour arrêter Watts, sauver la Fondation Knight et mener à bien la livraison du projet Knight 4000. Et Michael va devoir sauver et optimiser son ami en intégrant le programme de Kit à la nouvelle voiture. Voilà, présenté comme ça, on peut évidemment se dire que Knight Rider 2000 respecte totalement la série originelle. Elle y est fidèle, elle y apporte un développement par rapport à ses personnages, et je dois dire que c'était assez bouleversant de voir disparaître Devon Miles, qui a toujours été la figure paternelle de la série. Personne n'aimait cet homme autant que moi. Est-ce que vous comprenez? Non, personne. Mais du coup, dans l'exécution, est-ce que Knight Rider 2000, c'est si bien que ça? Malheureusement, ce téléfilm manque cruellement de caractère, offrant un résultat final plutôt fade, basant finalement la plupart de ses accroches sur du fanservice. Mais à mon sens, ce qui pêche cruellement dans le film, c'est le temps d'écran de la voiture, qui se révèle trop faible et manquant de mise en scène d'action vraiment percutante, ne se cantonnant finalement qu'à des effets visuels sur son pare-brise. Les scènes de rapidité ne sont utilisées que pour des essais de la voiture, et sur le terrain, elle ne pratique uniquement que de la filature. Je pense notamment à la scène où Kit propose d'éviter les bouchons en naviguant sur l'eau. Les scénaristes pensent offrir un moment spectaculaire sur les possibilités de la voiture. Sauf que sans mauvais jeu de mots, cette séquence tombe à l'eau, et pour deux raisons. Tout d'abord, même si voir la Knight 4000 sur l'eau a son petit effet au tout début, il est très vite essoufflé par le fait qu'il ne se passe rien. Pas de sensation de vitesse, pas de tension, pas d'enjeu particulier pour nos héros. De plus, la voiture semble passer totalement inaperçue aux yeux de la foule, qui décrédibilise l'aspect incroyable de la séquence. Et la deuxième raison, c'est que Kit dans K2000 arrivait déjà à rouler sur l'eau, chose que nous avions vue dans la saison 2. La meilleure scène de poursuite est finalement portée par la Chevrolet, qui met en avant le côté plus affirmé de Kit, n'hésitant pas à prendre ses propres décisions pour sauver Sean et Michael sans tenir compte de leur avis, sacrifiant alors ses circuits et la voiture de collection en plongeant dans le fleuve. Je vous ai d'ailleurs évoqué plus tôt le nouveau caractère de Kit, qui offre un côté un peu plus aigri. Le personnage développe finalement un caractère presque de manière cohérente, comparable à un ancien flic mis au placard et en ayant gardé une certaine rancœur. Cette écriture du personnage est bien pensée et accentue encore un peu plus l'humanité de Kit, évoluant comme n'importe quel homme, rendant alors l'écriture extrêmement fidèle à la série. Et une des plus grosses erreurs du film, c'est d'avoir décidé de centrer son action dans le futur et non pas en 1991. Cela désamorce le côté fantastique des capacités de la voiture, censée avoir 18 ans de plus que la Pontiac de Kit, mais ne proposant que peu d'évolution technologique. Car ce qui faisait le côté fantastique et incroyable de la voiture est qu'elle évoluait de nos jours, marquant ce contraste qui rendait la voiture unique. Mais si l'action se déroule 10 ans plus tard, apercevoir une voiture avec des attributs futuristes sont forcément moins impressionnants. Et on en parle du choix de la couleur franchement pas hyper discrète? La couleur rouge est une des plus voyantes, portant alors peu de crédit quant à la fiabilité sur une infiltration ou sur une filature discrète. Ils l'ont même mis en scène dans le film quand Watts aperçoit la voiture au loin. Donc je pense vraiment qu'ils auraient dû conserver la couleur noire, ça aurait été un meilleur clin d'œil et ça aurait permis un meilleur contraste vis-à-vis du scanner de Kit qui est également rouge. Je voudrais évoquer un autre point qui à mon sens a été bâclé pour tomber dans la facilité scénaristique, c'est le traitement que la Fondation va réserver à Kit. Autant que Maddox vende les pièces détachées est cohérent dans la mesure où celui-ci n'a pas vécu les aventures de Kit et par conséquent ne peut avoir la considération que la voiture mérite, à savoir traiter Kit comme un être à part entière et non pas comme une simple machine. D'autant plus que Maddox avoue ne plus croire en l'humanité, rendant d'ailleurs l'IA de sa Knight 4000 100% rationnelle, ne lui attribuant pas la qualité humaine de Kit. Élément mis en avant d'ailleurs par Devon. Kit a été à son époque une voiture exceptionnelle, il n'y a pas à en douter. Je dois reconnaître que la 4000 lui est supérieure sur tous les points. À une exception. Elle n'a aucune humanité. D'ailleurs parlons-en de Devon, car de son côté, il n'a pas d'excuse à avoir laissé Kit dans un simple entrepôt, ne s'intéressant même plus à lui jusqu'à ne pas être au courant que celle-ci avait été démembrée intégralement. Kit, malgré sa condition d'intelligence artificielle, a toujours été considéré comme une personne à part entière, et notamment par Devon lui-même. Voilà pourquoi je pense que Kit aurait dû avoir un autre traitement, et voilà ce que j'aurais proposé. Une séquence aurait dû démontrer que la voiture rêve de retourner sur le terrain, même si celle-ci est obsolète. Elle a donc été cachée par Devon qui continue de lui rendre visite.
On aurait même pu imaginer une discussion entre Devon et Kit qui amène la suggestion de demander de l'aide à Michael et mettre alors en scène de vraies retrouvailles entre nos deux acolytes. À côté, on aurait trouvé une autre tournure scénaristique pour donner un nouveau lien entre McCormick et Kit. Puis concernant la Knight 4000, il était assez facile de faire comme si la voiture avait besoin d'une nouvelle interface, plus neutre que Kit, ayant maintenant un caractère trop affirmé. Et à côté, on aurait pu trouver une autre tournure pour que la voiture soit défectueuse et justifier alors que Kit se retrouve dans la Chevrolet de Michael. Bon allez, puis j'ai envie de chipoter un peu. On en parle du fait que Michael arrive très facilement à intégrer le programme de Kit dans la Knight 4000. En effet, lorsque Michael intègre Kit dans la voiture, neutralisant alors le programme initial de la Knight 4000, comment se fait-il qu'il arrive à le faire sans autorisation avec une facilité consternante? Sachant qu'à la base, Michael n'est pas censé avoir de notion d'informatique, ne lui permettant pas cette prouesse. Encore une fois, je pense qu'une scène supplémentaire intégrant Sean dans ce piratage, qui aurait pu guider Michael, ayant elle-même des compétences nouvelles grâce à la puce de Kit qu'elle a dans son cerveau. Cependant, à la sortie du téléfilm, les audiences vont tout de même être assez correctes. Mais pas suffisamment pour convaincre le public pour la NBC, qui décide de ne pas lancer la production de la nouvelle série. Estimant alors que le test ne fut pas concluant et que le public ne pouvait accrocher forcément à l'idée que David Hasselhoff ne participe pas au projet. Mais de vous à moi, et comme je vous le disais un peu plus tôt, je vois Knight Rider 2000 comme une véritable opportunité d'offrir une vraie conclusion à la série. À l'époque, la série avait cruellement souffert de ne pas avoir offert de véritable conclusion convenable pour son histoire. Mais d'un autre côté, ce film aurait pu être à la fois une vraie renaissance pour Kit, si des choix scénaristiques avaient été mieux orientés en se concentrant sur ce qu'il y avait de plus important dans un programme K2000, la voiture, tout simplement. K2000 a eu plusieurs tentatives de renouveau qui se sont tous conclus par des résultats plus que discutables, que ce soit de la série Team Knight Rider, le téléfilm de Knight Rider 2010 ou encore le Revival de 2008 qui avait su proposer un pilote incroyable mais une série plutôt décevante. Donc finalement, Knight Rider 2000 a été le projet qui s'en est le mieux sorti à mon sens, et qui est à mon avis considéré à ce jour comme la véritable conclusion de la série, dans la mesure où chaque édition coffret de K2000 a toujours intégré le film. Donc aujourd'hui je vois Knight Rider 2000 comme le petit plaisir coupable des plus grands fans de la série, mais ça, vous pouvez me le confirmer dans les commentaires. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.